champ de leur performance globale. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et pas dit grand-chose. En tout cas, on anime plusieurs projets collaboratifs au bénéfice de la filière logistique régionale pour les accompagner effectivement, notamment sur ce qui relève de la performance sociale et de la performance environnementale. Et c'est dans le cadre des projets collaboratifs environnementaux qu'on se retrouve aujourd'hui. Je vous présente également Léa Gauthier, qui est avec nous là, qui est donc aussi ma collègue chargée de mission logistique durable au sein du pôle d'intelligence logistique. Et on est en binôme, en fait, sur cette démarche de la ligne verte qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, je vous propose une première demi-heure de présentation générale un peu du projet. Voilà, présentation générale des enjeux, du pourquoi, du comment, de à qui ça s'adresse et comment on va vous proposer de travailler sur cette démarche. On se prendra un petit temps de questions-réponses. Et puis, en deuxième partie, à partir de 11h30, on rentrera dans le cœur du sujet de ce matin, qui est en fait l'enquête qu'on lance auprès des chargeurs, des logisticiens, des réceptionnaires de containers, en fait, puisque c'est un peu ça notre périmètre. Et on explorera le questionnaire ensemble et on pourra répondre à vos questions par rapport à ça. Voilà, donc présentation de la démarche tout d'abord. Donc Léa, si tu peux avancer, voilà. Donc la ligne verte. La ligne verte, c'est donc une démarche qu'on enclenche nous à Pôle d'intelligence logistique, qui a pour ambition de verdir le post-acheminement des containers maritimes entre le grand port maritime de Marseille et la région lyonnaise. Donc, on est sur un périmètre qui est assez précis. On va parler que de containers maritimes en import et qui entrent par le grand port maritime de Marseille. L'idée dans cette démarche, c'était de se dire, avec un constat général sur un peu l'écrasante majorité d'utilisation du tout-routier diesel sur ce segment-là, alors que sur ce segment précis, des alternatives opérationnelles et performantes existent, mais sont sous-utilisées. Donc, on a choisi ce segment précis, précisément parce que entre le Grand Port Maritime de Marseille et la région lyonnaise, les alternatives existent à date et peuvent être exploitées sans investissement supplémentaire en termes d'infrastructures, que ce soit sur le fluvial, le ferroviaire, mais aussi, on parle de mode de transport, mais on peut aussi parler d'autres façons de verdir et donc de réduire l'impact carbone de ce post-acheminement par la mobilisation d'énergies alternatives, que ce soit du GNV pour réduire l'impact en termes de qualité de l'air, ou que ce soit demain avec l'hydrogène, le camion électrique ou autre. Donc, on n'est pas uniquement sur un sujet multimodalité, c'est une grosse partie du sujet, mais on est plus largement sur réduire l'impact carbone et pollution et congestion du post-acheminement des containers maritimes entre Marseille et Lyon. Alors, quand on dit région lyonnaise, c'est effectivement région lyonnaise, une grande région lyonnaise. C'est-à-dire qu'au début, on était un petit peu ciblé sur le parc de Chênes, que vous connaissez tous en Nord-Isère. Et puis finalement, on s'est dit que ce n'était pas forcément pertinent. On va être vraiment sur le grand bassin lyonnais. Donc, si vous êtes logisticien ou prestataire logistique, réceptionnaire de containers et que vous êtes jusqu'à Villefranche ou jusqu'à Saint-Étienne, on prend. Vos réponses nous intéressent, les pratiques des acteurs de tout le bassin nous intéressent. Donc, on n'a pas de limitation stricte sur le périmètre géographique. On a un point d'entrée unique qui est bien le grand port maritime de Marseille, mais le point d'arrivée, c'est le bassin lyonnais. On affinera au fur et à mesure, mais voilà, on est vraiment sur une échelle un petit peu large. Voilà. Ensuite, sur la méthodo, on est donc effectivement dans une démarche collaborative, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire, on est là à l'inverse pour comprendre pourquoi ça fonctionne d'une certaine manière et comment on va pouvoir lever les freins à l'utilisation des alternatives. Comme je vous disais, on est sur un segment où il existe des alternatives au tout-routier diesel qui sont peu utilisées. Elles sont utilisées, mais assez peu, et il y aurait de la capacité pour aller bien plus loin. Et on cherche à comprendre pourquoi ça n'est pas plus utilisé.
Est-ce que c'est des histoires de coûts? Est-ce que c'est des histoires de délai? Est-ce que c'est des histoires de qualité? Un petit peu de tout ça. Est-ce que c'est des questions organisationnelles également? On est vraiment sur comprendre comment ça marche chez vous et qu'est-ce qui empêche de faire différemment aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut accompagner pour faire différemment. Pour ça, pour comprendre comment ça marche, il y a un enjeu de filière, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une approche, dans cette démarche, où pour comprendre comment ça fonctionne, on a besoin de pouvoir appréhender les contraintes et les enjeux de chacun des maillons de la chaîne. C'est-à-dire que dans le cadre de la ligne verte, on va travailler avec, bien évidemment, les chargeurs, mais les sous-traitants des chargeurs qui organisent de manière concrète le transport, c'est-à-dire les transitaires, les commissionnaires, bien évidemment, les transporteurs, les opérateurs de transport, tout mode, route, fleuve, fer, les gestionnaires d'infrastructures, les gestionnaires portuaires, les territoires qui sont aussi bien évidemment chacun sur l'axe Rhône impliqués dans des démarches type TEPO, STEP-CV, réduction carbone, etc., etc. On est vraiment dans quelque chose de systémique, une approche filière, parce que personne n'a la réponse seule à comment on va faire différemment, mais ça va bien être dans la compréhension des relations entre les uns et les autres et des enjeux des uns et des autres, notamment aussi dans l'offre de services de chacun, qu'on va pouvoir voilà, défaire les nœuds et pouvoir potentiellement transformer les pratiques. Ça, c'est voilà, sur notre philosophie et notre manière d'aborder le sujet. Ensuite, Léa, s'il te plaît. Voilà. Sur le calendrier, un petit peu de la démarche. On est sur un calendrier étalé sur 3 ans. Voilà. On démarre là, donc effectivement, en 2020, là, sur cette étude de contexte, cette étude de flux que je vais vous présenter tout à l'heure. Et en 2021, donc très bientôt, demain, on va pouvoir démarrer ce qu'on appelle un peu les ateliers collaboratifs. Donc là, on va se mettre un petit peu plus dans le dur. Un petit peu dans la suite de ce qu'on a commencé à faire en septembre, accueilli par Lyon Terminal sur le port Édouard Herriot, hein, pour ceux qui étaient là ou qui avaient suivi, pouvoir vraiment rentrer dans le concret de comment ça fonctionne, vos contraintes opérationnelles, vos contraintes de délai, votre organisation pratico-pratique en termes de service client, en termes de contraintes, etc., pour qu'on puisse voilà, identifier les nœuds, les freins, les impossibilités, les marges de manœuvre dans les différents maillons de la chaîne, parce que ce qu'on a pu apprendre de nos autres démarches collaboratives menées jusqu'à présent au sein du pôle d'intelligence logistique, c'est que les nœuds sont toujours à l'interface des maillons. C'est-à-dire que ça va être dans la discussion entre le chargeur et son transitaire, dans la manière du transitaire d'adresser les opérateurs, dans l'offre de services offerte par les uns et par les autres. C'est-à-dire que chacun fait de son mieux, mais que les leviers de transformation et de performance sont à l'interface, en fait, et à la compréhension fine de l'interface entre les acteurs. Donc, en 2021, on va travailler sous forme d'ateliers par métier, c'est-à-dire qu'on va réunir les chargeurs, on va réunir les transitaires, on va réunir les opérateurs, mais aussi par ateliers mixtes, en fait, un peu hétérogènes, pour que justement on puisse confronter un petit peu les problématiques des uns et des autres et puis voir ce qui sort. Pour ceux qui étaient là en septembre, voilà, la question de l'engorgement dans la livraison des containers maritimes sur des horaires de positionnement uniquement le matin et donc les solutions de Noria, c'est typiquement le genre de nœud opérationnel qu'on ne peut dénouer qu'en mode collaboratif, en ayant tous les acteurs, tous les maillons autour de la table et qui viennent partager leur vécu, leur réalité et les solutions qu'ils peuvent apporter à ces difficultés opérationnelles. Cette meilleure compréhension sur 2021 nous amènera en 2022 à pouvoir mettre en place des expérimentations, des transformations, à concrètement pouvoir changer de mode ou changer d'énergie sur tel ou tel maillon et sur tel ou tel volume de containers. On est bien dans un objectif à pouvoir comptabiliser de la tonne carbone économisée. On est vraiment dans cette logique-là. J'en reparlerai quand j'évoquerai un peu nos partenaires, nos financeurs. Et puis, sur 2023, de pouvoir
capitaliser et évaluer un petit peu la démarche et pouvoir dire voilà les conditions de réussite, voilà comment on a fait, et si on veut poursuivre, si on veut pouvoir transposer sur d'autres territoires, sur d'autres périmètres, voilà ce à quoi il faut faire attention. Donc c'est vraiment pouvoir pérenniser la démarche en objectivant un petit peu la méthode. Voilà pour le calendrier. Du coup, voilà, donc nous, pôle d'intelligence logistique, on est donc maîtrise d'ouvrage sur cette démarche. Et donc, on se place dans un cadre un peu spécifique en termes de financement de l'opération. C'est donc cofinancé d'une part par l'ADEME. Donc, on est vraiment dans une logique environnementale, hein, avec des objectifs qu'il faudra qu'on se fixe ensemble sur le nombre de containers qu'on peut basculer de mode de transport ou carburation. Et donc de tonnes carbone économisées à la fin. Et puis en plus, ça, les outils de comptabilisation, ils existent. Hein. Ça c'est relativement simple. Et on est aussi financé par le plan Rhône et donc par le FEDER de l'Union européenne dans le cadre du plan Rhône. Donc effectivement, avec un appui, un accès assez fort orienté sur la question du transport fluvial. Voilà. On est effectivement sur quelque chose de très, très, très partenarial. Hein. Aujourd'hui, autour de la table, voilà, je vois Michel de Medlink, on va avoir les collectivités qui sont très impliquées. On est dans quelque chose de très collaboratif, de très partenarial. J'insiste beaucoup parce que c'est cœur, c'est vraiment important pour nous dans notre façon d'aborder les choses. Ça concerne bien évidemment nos adhérents, mais pas que. Hein, c'est-à-dire que vraiment tout l'écosystème logistique du bassin est concerné par cette démarche et a vocation à s'y associer. On ne réserve pas ces réflexions et cette offre de service à nos adhérents, bien au contraire. Donc, voilà un petit peu sur ce périmètre-là. Je crois que j'ai fini sur la présentation stricto sensu de la démarche. Léa, si je ne me trompe pas. Voilà, donc avant de passer à la présentation de l'étude, je vais vous passer la parole si vous avez un peu des questions déjà génériques sur la démarche telle que je l'ai présentée jusqu'à maintenant. Donc, vous pouvez réouvrir vos micros si vous le souhaitez, si vous avez des remarques, des questions, des interrogations. Alors, on pourra recevoir la présentation, bien sûr. Sans problème. On est même en train d'enregistrer en fait le webinaire. On diffusera le webinaire, on diffusera la présentation et on diffusera bien évidemment le lien du questionnaire qui est là, qu'on va présenter ensemble ensuite. Il n'y a pas de souci. D'autres remarques ? Et s'il n'y a pas d'autres remarques, eh bien, on va passer à la suite. Si, ouais. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon, allez-y. J'ai galéré un peu, là, j'ai mon écran qui a merdé. Pardon. Alors, deux choses. J'ai noté dans les cibles, il manque, à mon avis, il manque quand même un partenaire qui participera ou pas, mais en tout cas, on ne peut pas l'exclure, c'est l'armateur maritime. Oui. Je ne l'ai pas vu dans la liste. Vous avez mis les chargeurs, les transitaires, les transporteurs. Ouais. La liste est à peu près complète, mais c'est vrai que les armateurs ne sont pas dedans. Alors, il ne faut pas les exclure. Je ne suis pas certain qu'ils participent aux travaux, je ne suis pas sûr. Mais cependant, ils ont un petit intérêt à le faire, qui est tout simplement lié au fait qu'il y aura des chargeurs dans ces échanges. Et donc, ça me paraîtrait assez logique qu'ils soient sollicités. Alors, il y a peu d'armateurs qui sont lyonnais maintenant. Ils sont tous soit au Havre, soit à Marseille. Cependant, ils ont tous quand même des représentants régionaux. Au pire, ils sont à 300 bornes, ils sont à Marseille. Hein, mais voilà, ça me semble important quand même. Deuxième élément, dans ce que j'ai vu, alors ça va peut-être être développé après, mais je préfère le dire maintenant. Après, je risque de le bouffer. Lorsqu'on parle de multimodalité, effectivement, on parle fluvial et ferroviaire. Par contre, quand on parle du port de Marseille, il y a deux plateformes. Il y a Marseille-Ville, ce qu'on appelle les bassins Est, et Marseille et les bassins Ouest, fausses. Marseille offre une possibilité, une alternative des moyens ferroviaires, par contre pas fluviaux. Et Fos, par contre, offre des solutions ferroviaires et fluviales. Et je pense que dès le départ, c'est important de bien positionner les deux, parce que
pour le marché Maghreb, par exemple, qui est principalement Marseille, forcément, ferroviaire, oui, mais fluvial, non. Voilà. Voilà pour ça. Alors, vous faites bien de préciser les choses là-dessus. Alors, sur les compagnies maritimes, bien évidemment, je ne l'ai pas précisé dans ma liste, mais vous avez tout à fait raison. On a un enjeu avec les compagnies maritimes, même si, effectivement, notre point de départ, c'est l'entrée dans le port. Donc, normalement, c'est un petit peu la fin de l'intervention des compagnies maritimes en théorie. Mais on s'est bien rendu compte dans nos premières explorations que du coup, avec les stratégies d'intégration, d'intégrer le post-acheminement pour certaines, enfin bref, et que la connaissance de la data, elle était aussi au sein des compagnies, et que parfois le post-acheminement était directement piloté en amont par l'armateur. Enfin voilà, donc il y a vraiment un enjeu, je ne l'ai pas reprécisé, sur la complexité de la chaîne de décision et qui décide quoi sur quelle partie. Alors, ça peut être lié aux incoterms, ça peut être lié aux stratégies des boîtes, ça peut être lié à des tas de sujets, mais bien évidemment, les compagnies maritimes sont des intervenants clés dans tout ça. Et effectivement, je pense qu'on pourra le rajouter dans la présentation là-dessus. Sur Marseille, vous avez aussi tout à fait raison. On n'a pas encore rencontré le port de Marseille, on est en train de caler le premier rendez-vous. Du coup, je ne connais pas hyper bien l'offre de service. Est-ce que sur les deux bassins dont vous parlez, parce que moi j'avais bien la partie fausse en tête, mais sur Marseille-Centre, est-ce qu'il y a aussi du container maritime en import? Oui, tout à fait. D'accord. Il y en a, voilà. C'est pas énorme, c'est principalement le marché Maghreb qui est plutôt export. D'accord, oui, c'est de l'export. Absolument, mais effectivement, il y a une offre ferroviaire et il y a au moins trois, enfin, je ne sais pas Michel, mais 3 ou 4 lignes, hein, 3 armateurs au moins hein, sur Marseille maintenant encore. D'accord. Voilà. Sachant que voilà, nous, on va vraiment se concentrer sur l'import. Sur l'import de containers. On ne va pas traiter le vide hein, aussi. Des fois, on nous pose la question, mais on ne va pas traiter le vide parce que c'est encore un métier à part. Voilà. Donc, on est vraiment sur du container qui arrive plein à Marseille avec une destination logisticien lyonnais au sens large. Voilà. On a volontairement voulu réduire le périmètre parce que sinon, c'est déjà assez complexe la chaîne de décision sur ce périmètre très restreint. Donc, voilà. Donc, du coup, on ne va pas aller même sur l'isotank ou sur d'autres choses. Pour l'instant, on est vraiment sur le container de produits manufacturés en import de Marseille vers Lyon. Après, une fois qu'on sait faire sur un segment, on peut dupliquer sur les autres segments. Mais l'expérimentation ligne verte, on est bien sur ce segment import container maritime, donc post-acheminement, un container qui arrive de n'importe où dans le monde à Marseille et qui remonte vers la région lyonnaise. Voilà. Ce qui est important aussi de mettre en face, parce que j'accueille une alternante chez moi et elle est quand même en master. Et en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de programme ni ferroviaire ni fluviaux dans sa formation. Il y avait un peu de métal, mais il n'y a pas ça. Donc, c'est important aussi, au regard de tout ça, d'emblée, tout de suite, expliquer qu'on n'est pas en train de parler d'un monde imaginaire. On peut tout de suite claquer des chiffres en disant voilà ce qui se transporte aujourd'hui. Donc, vous en êtes pas, mais ça, c'est hyper important. Parce que c'est vrai qu'on entend partout, c'est vrai qu'on est un mode de transport, le pourcentage est très faible, évidemment. Par contre, je suis désolé, mais quand on annonce qu'il y a plus de 100 000 EVP qui ont déjà été transportés sur le Rhône, voilà, ça claque. Voilà, le gaz, la chimie, etc. Et c'est vrai que c'est voilà, ferroviaire, ça met tout de suite en condition. Tout à fait. C'est vrai que c'est effectivement assez difficile à matérialiser parce que c'est mal connu. Donc, il y a effectivement un enjeu de mieux faire connaître. Et effectivement, quand vous dites ce genre de chiffre, voilà, 100 000 EVP qui circulent, c'est exactement pour ça aussi. Du coup, ça me fait la transition, en effet, de pouvoir… c'est pour ça qu'on a besoin de cette étude de flux, de cette étude quantitative, parce qu'aujourd'hui, on a l'intuition qu'il y a un certain nombre de volumes et que le flux de containers entre Marseille et Lyon, il est important, mais on a besoin de pouvoir l'objectiver et on a besoin de pouvoir imaginer de pouvoir matérialiser plus concrètement, effectivement,
le nombre de VP qui remonte et donc la répartition modale et donc de pouvoir se fixer des objectifs de progression. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est à 100 000. Est-ce qu'on veut aller à 200 000 ou est-ce qu'on veut aller à 300 000? Sur combien? Sur 1 million? Sur 2 millions? Enfin, voilà. On a besoin de pouvoir matérialiser un petit peu tout ça. Donc, c'est exactement l'enjeu en fait, de cette étude. Donc, si Léa, tu veux bien nous partager la version test, s'il te plaît. Nous y voilà. Ça se présente de cette manière-là. Donc, ça, c'est le lien qu'on peut vous partager, que Léa a mis dans le chat. Donc, vous pouvez cliquer et puis y aller en direct. Ça s'adresse, donc cette enquête s'adresse auprès des chargeurs pour justement pouvoir qualifier le nombre de containers dont on parle, en fait, de notre périmètre. Donc, quand on dit chargeurs, on parle de qui? On parle des industriels, des distributeurs et des prestataires logistiques qui reçoivent des containers chez eux. Donc, voilà, chargeur, ça peut être un mot un peu flou, mais en l'occurrence, ça concerne les réceptionnaires de containers, que ce soit pour votre compte propre ou pour compte d'autrui. C'est indifférent pour nous, vous pourrez le préciser dans les réponses. Hein. Mais si vous réceptionnez du container, vous nous intéressez. Si vous réceptionnez même un container, vous nous intéressez. Vous réceptionnez 1000, 2000, 5000 containers, vous nous intéressez, bien évidemment. Donc, le critère pour remplir l'enquête, c'est est-ce que sur mon site logistique, je réceptionne du container? Alors voilà, s'il ne vient pas de Marseille, si vous ne savez pas d'où il vient, s'il vient par la route, vous êtes invité à répondre à cette enquête. Hein. Le seul critère, c'est celui-là. Il n'est pas nécessaire d'être déjà utilisateur du multimodal ou de connaître vos modes d'acheminement. Peut-être que c'est complètement géré par, je ne sais pas moi, une direction centrale, par votre transitaire, par une direction supply où vous n'avez pas la main. La question n'est pas d'être décisionnaire de votre post-acheminement, la question est juste de pouvoir identifier le flux. Donc, si vous réceptionnez du container, d'où qu'il vienne, c'est intéressant pour l'enquête. On a besoin que vous puissiez prendre un petit peu de temps pour y répondre. Donc, voilà. Sur l'enquête en général, donc, il y aura ce questionnaire. Alors oui, je n'ai pas cité Kevin est parmi nous. Hein. On travaille avec Interface Transport sur ce questionnaire-là. On l'a mené ensemble. Donc, ils sont un cabinet d'études spécialisées sur mobilité des marchandises et logistique urbaine. C'est un cabinet lyonnais. C'est aussi un peu pour ça qu'on les a choisis. Et donc, voilà, c'est avec eux qu'on travaille sur cette étude. Donc, il y aura effectivement cette étude, cette enquête, et des entretiens qualitatifs qu'on mène ensemble, et puis un peu d'analyse statistique aussi, pour arriver justement à recomposer le flux global et à identifier un peu qui l'a. Donc, on a besoin, comme on vous disait, de pouvoir établir en fait la situation de départ de la démarche pour pouvoir objectiver un petit peu les progrès qu'on va faire. Et données sont confidentielles et destinées à un traitement statistique par nous. Hein. On ne va pas diffuser vos infos, bien évidemment, sur ce sujet. Et donc, on va vous présenter un petit peu comment ça se présente, pardon pour la répétition. Voilà, donc les informations générales, coordonnées pour le répondant, donc l'établissement, là des choses un peu très pratico-pratiques sur voilà, depuis combien de temps êtes-vous localisé, la surface en mètres carrés. Alors, les réponses peuvent être, les réponses sont obligatoires. Hein. Si vous avez des petites étoiles, c'est que c'est obligatoire. Si vous ne savez pas, eh ben, vous mettez que vous ne savez pas. Ce n'est pas très gênant. Voilà. Donc ensuite, on rentre vraiment dans le cœur du sujet sur le flux de conteneurs. Donc, on va demander le nombre, alors en unité EVP, hein, on est bien d'accord, donc équivalent 20 pieds. Donc, c'est bien le petit. Hein. Donc, un 40 pieds, ça fait 2 EVP. Hein. Donc, faites bien la traduction en import et en export sur votre site dont vous avez rempli les caractéristiques juste avant. Alors, ensuite, c'est là que ça se complique sur la chaîne de décision et sur l'identification des flux. Dans la mesure du possible, pouvez-vous estimer la part en provenance de Marseille ou du Havre et du Range Nord? Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave, vous indiquez que vous ne savez pas. C'est un sujet, on le sait. On a parmi nos adhérents des gens qui traitent des gros volumes de containers et qui n'ont pas la moindre idée de comment ils sont arrivés. On sait que c'est un sujet et que c'est un frein. Évidemment, la transformation, parce que l'info est gérée par quelqu'un d'autre, parce que c'est le métier du transitaire, ce n'est pas le métier du logisticien, et que donc, c'est auprès du transitaire qu'il faut qu'on s'adresse à la suite. Donc, pas de complexe là-dessus. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. L'organisation de votre entreprise fait peut-être que, du coup, la décision est gérée par ailleurs. Voilà. Les régions principales desquelles vous importez.
Et alors là, c'est la question super technique sur les incoterms. Alors là, pour le coup, on sort complètement de mon champ de compétences, donc je vais être un petit peu sèche pour préciser les choses. Mais ça nous permet effectivement de pouvoir déterminer la chaîne de responsabilité, qui est responsable de quoi dans les différentes contrats transport de post-acheminement que vous pouvez avoir. Donc là, pareil, si vous ne savez pas, vous ne savez pas. On préfère avoir une réponse avec un volume et du coup la réponse de je ne sais pas sur les incoterms parce que c'est décidé par ailleurs chez vous en centrale ou chez les achats ou en supply, etc. N'hésitez pas à préciser effectivement si vous savez, si vous ne savez pas parce que c'est traité par quelqu'un d'autre, nous dire je ne sais pas parce que c'est ma direction supply qui gère. Donc, nous, la question de l'identification de la chaîne de décision, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc, plus vous pouvez nous donner des éléments là-dessus, même indicatifs, plus ça nous aide à comprendre comment ça fonctionne chez les uns, chez les autres. Du coup, la question suivante, donc sur l'identification de qui administre, qui décide de l'acheminement, on s'est rendu compte chez des très gros chargeurs que pour certaines séries de produits, c'était eux qui pilotaient l'acheminement des marchandises sur certaines gammes de produits, mais que sur certaines autres, c'était les fournisseurs qui poussaient. Donc, vous pouvez avoir certains volumes sur lesquels vous avez la maîtrise et d'autres volumes sur lesquels vous ne faites que réceptionner parce que c'est poussé par le fournisseur. Donc, c'est pour ça qu'on a cette question pour distinguer ces choses-là. Ensuite, pouvoir identifier un petit peu quels sont les principaux transitaires avec lesquels vous opérez. On a essayé d'identifier les principaux. Ne vous vexez pas si vous n'êtes pas dans la liste ou si vos partenaires ne sont pas dans la liste. C'est purement indicatif, mais ça nous permet aussi d'aller chercher du coup, les partenaires de la démarche auprès des transitaires. Et comment est-ce que vous fonctionnez avec vos transitaires? Est-ce que c'est appel d'offres? Est-ce que c'est transaction? Et éventuellement, du coup, si vous êtes sur appel d'offres, tous les combien, engagement contractuel, est-ce que c'est 1 an, 2 ans, plus de 3 ans, etc. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans le détail de la partie intermodale. Sur donc, vos containers entrants, tout à l'heure, on vous demande les volumes entrants, les volumes sortants. Là, on vient vraiment se concentrer sur les volumes entrants en provenance du GPMM. Si vous connaissez les flux, si vous ne connaissez pas la répartition, vous le précisez en disant que c'est sur votre flux total et il n'y a pas de problème. Seriez-vous en mesure d'estimer le nombre total de VP et le choix modal dans les questions ci-dessous? Si vous ne savez pas, toujours pareil, vous mettez N. Donc, sur le nombre total de VP réceptionnés annuellement, sur lequel vous maîtrisez le transport. Voilà la différence entre la question 13 et la 14. Je me souvenais plus. Sur ceux que vous pilotez, quelle est la répartition entre routier, rail-route, fleuve-route? Alors, quand on dit rail-route ou fleuve-route, c'est parce que forcément, une fois que votre container il est arrivé à Vénissieux ou qu'il est arrivé au port Édouard Herriot ou qu'il est arrivé à Loire-sur-Rhône ou à Salaise, il faut bien que le dernier kilomètre se fasse en camion. Donc, c'est bien le rail-route, c'est le dernier kilomètre qu'on évoque à ce niveau-là. Et sur le flux d'import de VP pour lequel les fournisseurs se chargent du transport, donc là, sur lequel vous ne faites que réceptionner, la même question sur la part des flux. Assez logiquement, vous êtes plus susceptible de connaître la répartition sur le flux que vous maîtrisez, la question 13, que sur le flux que vous subissez et que vous ne faites que réceptionner sur le flux 14. Donc, s'il y a des réponses avec moins de connaissances sur cette partie-là, ça paraîtrait assez logique. Voilà. Question suivante. Par rapport à la question en fait, des surcoûts que vous pouvez avoir sur la détention, le stationnement, etc. Par rapport à justement applicable de la compagnie maritime, on y revient, et de l'opérateur sur le port, donc logiquement à Marseille. Là, la question c'était... attendez, j'accueille quelqu'un d'autre qui nous rejoint. Pardon, la question c'était de se dire, c'est la question de la fluidité portuaire, de la facilité à pouvoir libérer en fait les containers qui sont arrivés sur le port. Est-ce que vous pouvez estimer effectivement ce que ça vous coûte par an, les frais de stationnement et les surcoûts par rapport
par rapport à cet enjeu de pouvoir évacuer, entre guillemets, rapidement les containers sur les différents terminaux portuaires concernés. Voilà, on est déjà à la moitié, hein, donc vous voyez, c'est relativement court quand même. Ah. Voilà. Super, merci Léa. Ensuite, donc là, on est plutôt sur le critère de décision. Du coup, voilà, je vous ai dit de le préciser à l'écrit aux questions suivantes, mais il n'y a pas besoin puisqu'on vous le demande là. Qui intervient dans la décision du choix modal? Est-ce que c'est au niveau groupe? Est-ce que c'est vous, localement, directeur de transport logistique? Est-ce que du coup, c'est le transitaire qui choisit? Est-ce que c'est la compagnie maritime? Donc ça, voilà, c'est un peu, ça nous permet d'identifier un peu plus précisément qui intervient dans la décision et éventuellement, si vous ne le savez pas, l'indiquer également. Ensuite, on a besoin de savoir un petit peu votre connaissance de l'offre existante. Parce que ça aussi, c'est un frein. Si on ne sait pas ce qui existe, si on ne connaît pas le détail des offres, c'est difficile d'y faire appel et ou c'est difficile de demander à son transitaire, de mobiliser son transitaire sur ce type d'offre si effectivement, on n'est pas très à l'aise sur l'offre. Donc, est-ce que voilà, vous connaissez pas du tout un peu ou est-ce que vous connaissez vraiment dans le détail les différents opérateurs ensuite, une question qu'on vous pose d'abord pour le ferroviaire et ensuite sur le fluvial. C'est toujours pareil. C'est un petit peu, comme c'est un petit peu notre situation de départ, c'est un peu pour aussi qualifier un petit peu vos représentations, votre idée par rapport au ferroviaire et des éventuels freins. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, pourquoi ? Avec plusieurs réponses possibles. Voilà, est-ce que c'est une question de volume qui ne vaut pas le coup? Est-ce que c'est des délais? Est-ce que c'est les coûts? Est-ce que c'est un problème de rupture de charge et donc ça vous complique la vie en termes de planification, etc. Et pour le ferroviaire et pour le fluvial, vous pouvez avoir les mêmes réponses pour les deux modes ou vous pouvez avoir des enjeux différents selon vos problématiques. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. On a bien distingué les deux. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour reprendre votre sentiment sur le sujet. Et puis après, on va conclure sur des choses un petit peu différentes. Donc là, on a beaucoup parlé de multimodalité. Là, on va parler plutôt de carburation. Donc, c'est-à-dire, toujours sur ce même périmètre, flux transport routier opéré en amont de votre site. Donc, on est vraiment sur le transport amont, hein, pas sur le transport aval, logistique urbaine. Hein, on est toujours bien sur l'amont. Est-ce que vous avez actuellement recours à des énergies alternatives? Oui, non, peut-être un petit peu. Donc, biocarburant, électrique, gaz. Est-ce que vous envisagez d'y recourir toujours sur les flux amont? Hein, on est bien sur ce périmètre-là dans les prochaines années. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des politiques d'entreprise ou de groupe pour connaître votre bilan énergétique et environnemental du transport logistique? Est-ce que dans le cadre de vos politiques RSE, de vos bilans carbone divers et variés, est-ce que vous calculez, est-ce que vous estimez, est-ce que vous mesurez d'une manière ou d'une autre vos flux, votre bilan énergétique du transport et de la logistique de votre entreprise? Voilà, et on vous laisse préciser un petit peu. Et puis, puisqu'en fait, on va aussi boucler avec eux par rapport à cette offre de service qui est développée par l'ADEME, est-ce que vous connaissez le programme EVE qui regroupe 3 programmes plus métiers, donc Objectif CO2 pour les transporteurs, Fret 21 pour les chargeurs et FCOM pour les commissionnaires, qui est le petit dernier qui est développé par l'ADEME depuis cette année, je crois. Pour justement auditer et améliorer la performance énergétique et environnementale. Est-ce que vous connaissez le programme? Est-ce que vous êtes déjà engagé, intéressé, pas intéressé? Voilà. Toujours pareil, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Hein. On a besoin de savoir où vous en êtes. On n'a pas besoin que vous détourniez des réponses, que vous ne répondiez pas parce que vous ne connaissez pas. Non, on a vraiment besoin d'avoir une situation représentative de vos fonctionnements et de vos enjeux. Voilà, on arrive à la fin. Donc, du coup, vous voyez que c'est assez rapide. On vous laisse commenter librement par ailleurs. On vous laisse notre contact et on vous demande si vous acceptez d'être recontacté
pour la suite de la démarche. Là, pour le coup, si vous pouvez cliquer sur oui, ça nous arrange. Sinon, ça va être compliqué de vous écrire après en termes de RGPD. Et voilà, c'est terminé. Petite info pratique. Tant que vous n'avez pas cliqué sur terminer, vous pouvez modifier vos réponses. Une fois que vous avez cliqué sur terminer, vous ne pouvez plus modifier vos réponses. Donc, si vous avez besoin d'aller chercher une info, de redemander à X ou Y, gardez la page ouverte et puis vous pouvez naviguer page précédente, page suivante. Mais une fois que vous avez validé, c'est compliqué pour nous en termes d'administration de réouvrir l'accès. On dispose de combien de temps pour renseigner ce formulaire? Je ne dispose pas de ces données. Alors, ça, ce n'est pas pour aujourd'hui, hein, donc pas de pression. Aujourd'hui, on lance le questionnaire et on va communiquer dessus. On n'a pas encore fixé de date limite, mais on parle de plusieurs semaines. Hein, donc, ça vous laisse un peu de temps pour aller chercher les données jusqu'en janvier. On clôturera en janvier. On n'a pas décidé encore précisément la date. On vous le dira rapidement. Mais voilà, ce n'est pas immédiat. Aujourd'hui, l'idée, c'était de pouvoir lancer la démarche. Ceux qui ont les données sous la main, de pouvoir le faire en direct comme ça, c'est réglé. Et puis, mais dans tous les cas, vous avez un peu de temps devant vous. On diffuse de toute façon le webinaire, le questionnaire et le support dès cet après-midi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont justement, je pense à Alain, je pense à David, je pense à Michel ou même à d'autres, n'hésitez pas à diffuser vos clients, vos partenaires chargeurs autour de vous. Hein. On compte aussi sur vous pour être un peu ambassadeur de la démarche, pour être relais. On aura, comme je vous le disais, en 2021, des temps spécifiques sur vos métiers respectifs les uns les autres. Là, on s'adresse bien aux chargeurs et donc on a besoin de vous aussi pour élargir un petit peu cette diffusion et pour faire de cette enquête une réussite. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais me taire. Est-ce qu'on a un petit peu de temps encore? Il est 11h40. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses qui ne sont pas claires, des compléments à apporter, quoi que ce soit? Je vous donne la parole. Cécile, c'est Delphine, bonjour. Bonjour Delphine. J'avais une question par rapport à ce que tu viens juste de dire en finale, qu'on peut effectivement inviter d'autres partenaires, on va dire, à répondre au questionnaire. En début de questionnaire, j'ai cru comprendre qu'il était réservé aux chargeurs, du coup. Ça peut être d'autres collègues chargeurs, mais pas nos transitaires, par exemple. Nos transitaires, ils ne vont pas répondre à ce questionnaire-là. Non. Voilà. Voilà. Les transitaires, c'est vraiment un questionnaire adressé à la plateforme logistique qui reçoit. D'accord, ok. Donc effectivement, j'ai bien compris. Les transitaires, par contre, ça nous intéresse de savoir avec quel transitaire vous travaillez. Voilà, pour les étapes suivantes. De la démarche. Ok, voilà. Super. Bon, j'ai compris. Là, c'est vraiment questionnaire chargeur. Voilà, on peut nous s'adresser aux transitaires pour qu'ils l'adressent à leurs clients chargeurs. Mais non, là, c'est vraiment moi, réceptionnaire de containers, voilà ce que je sais, voilà comment je travaille, voilà ce que je ne sais pas et voilà comment je fonctionne. Là, c'est vraiment du point de vue du réceptionnaire de containers. Voilà. Bon, compris, on va faire notre devoir. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Si vous le permettez, ouais. Vas-y. Bravo. Moi, je lui dis juste bravo. Alors, merci. je vais expliquer, parce qu'une fois que j'ai dit ça, après, ça peut prêter à confusion, mais cette approche est intéressante parce que je vais vous dire de quoi souffre aujourd'hui le transport multimodal. Et là, je ne parle pas au nom de Logiport Shuttle. Je pense que c'est un avis qui est partagé par, je crois qu'il n'y en a pas autour de la table, il n'y a pas d'autres opérateurs, mais en tout cas, c'est assez partagé. Aujourd'hui, on est utilisé quand même de manière assez importante. Hein. Alors, pas assez, évidemment, hein, puisque, en gros, sur Fos-sur-Mer, on doit être à peu près à 7% des volumes globaux. Hein. Alors, attention, ça ne veut pas dire 7% de la région lyonnaise, puisqu'on ne sait pas véritablement où vont les conteneurs. Mais, en gros, 7% des conteneurs qui partent et qui partent ou qui arrivent par mer à Fos-sur-Mer passent par la barge. Il y en a à peu près 10% en ferroviaire. Après, si on s'amuse à réduire le spectre de la région lyonnaise pure, je dirais que, enfin, je ne veux pas me battre là-dessus, mais on est évidemment plus haut. En 2020, on sera faible. L'année record a eu lieu en 2015 pour le fluvial. Le ferroviaire continue à augmenter énormément. La première problématique, c'est clairement que comme on agit en dernier rideau,
Alors, on peut d'ailleurs bien s'en sortir, mais et pardon pour les chargeurs qui sont là, parce qu'ils ne sont pas concernés puisqu'ils sont impliqués. Mais ceux qui sont absents, en tout cas, ne sont en général pas impliqués dans leur chaîne logistique. Et aujourd'hui, on a véritablement une utilisation fluviale qui est purement économique et croissance de marge. Aujourd'hui, je suis convaincu que le coût du transport, hormis quelques flux, bien entendu, ils sont tous vendus aux chargeurs à un prix qui couvre une marge de l'opérateur. Je ne suis pas en train de discuter que ce n'est pas une bonne marge. Hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Le problème, c'est que bien souvent, le mode multimodal, il est choisi par l'opérateur, donc le transitaire ou l'armateur, comme un accroissement de cette marge. Voilà. Donc, j'ai de toute façon mon dossier, j'ai X euros de marge. Je fais du fluvial ou du ferroviaire, je vais payer moins cher et je vais me faire de la marge. Et ça sera assez intéressant de voir est-ce que effectivement les chargeurs savent effectivement comment vient leur conteneur. Ils ne savent pas. Par quel mode ils ne savent pas. Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils sont comme implication là-dedans. Je vais faire un lien. Michel y a participé, je crois, à ces échanges, mais on prend l'exemple de l'Allemagne. Moi, j'ai fait une réunion avec des chargeurs allemands sur la chimie à Marseille. Je peux vous dire que j'ai passé un très grand moment. Pourtant, j'ai bossé en Alsace, donc j'ai travaillé avec des Allemands. En fait, les chargeurs, ils travaillent différemment. Aujourd'hui, un chargeur, il se fait représenter soit par l'armateur, soit par le transitaire pour aller chercher le transport. Les Allemands, ils travaillent différemment. Le transitaire, c'est un deuxième rideau. Il a un intervenant extérieur, logisticien, que personne ne peut se payer, mais qu'on achète en consultant, et qui va étudier les modes de transport. Et je peux vous dire, je passais un bon moment parce que moi, je pensais que la présentation du port avec les silos, enfin les bunkers de stockage, le port, marche 24-24, etc., les mecs, ils posaient des questions assez pointues. Hein. Combien de temps vous mettez pour vider un produit X à telle température dehors? Parce que nous, on réchauffe et ça va vachement vite, quoi. Vous faites comment, vous? Je ne sais pas. Voilà. Donc, on est vraiment dans le vif du sujet. Et je pense où vous êtes dans le thème. C'est que vous allez impliquer directement le chargeur sur son choix logistique. Et aujourd'hui, un chargeur polarise tout sur le maritime. Mais c'est un grand moment. Hein, acheteur maritime, j'achète du fret. C'est un gros problème aujourd'hui, le maritime. On le sait. Il n'y a plus de conteneurs vides. Les opérateurs font flamber les tarifs. Et on s'aperçoit quoi? Qu'il n'y a aucune maîtrise sur le sujet. Par contre, derrière, on amène au dernier kilomètre. Et là, on est en train de discuter les 10 balles, quoi, les 5 balles. Voilà. L'environnement ne rentre pas en ligne de compte. Pourvu que ça vienne. Et puis, faites comme vous voulez, les gars. Je fais un petit, hein, mais c'est un peu ça. Donc, bravo pour ça. Parce que vous allez… alors, pour les chargeurs qui sont là, veuillez m'excuser parce que vous n'êtes pas concernés. Si vous êtes autour de la table aujourd'hui, vous n'êtes pas concernés. Ce qui serait intéressant, c'est de voir ceux qui ne sont pas là et le niveau. On l'a vu à Lyon. On l'a vu, on a échangé avec quelques chargeurs qui étaient là. Quand on commence à parler de transport, il n'y a plus personne, quoi. Ils achètent tous du transport. Hein. C'est les professionnels pour accueillir des fournisseurs. Mais à côté de ça, vous savez, moi, combien de temps le conteneur reste à Fos? Question que vous avez dans votre questionnaire. Combien ça me coûte? Vous allez voir qu'ils ne sauront pas. Ils ne savent pas. Ça rentre dans les frais généraux. Parce que l'acheteur transport, il va être piloté sur son achat transport pur. Et tous les frais annexes, oh là, c'est pas moi ça. Oh là, c'est pas de ma faute. Le navire est arrivé en retard. Bah, c'est pas moi. Allez, c'est à la plateforme. Ouais. Donc c'est pour ça. Je ne sais pas ce qu'on pense, Michel, parce que faut pas que Michel Carvalho, là, il est encore là, on n'entend pas là. Mais, oui, il est là. Ouais. Alain, je ne vais pas être redondant sur ce que tu dis. Tant que je n'interviens pas, c'est que tout ce que tu évoques me paraît cohérent par rapport à la situation actuelle. Et puis, on a un problème de culture sur notre bassin. Alors, je dirais que, comme tu le dis si bien, il y a un acheteur transport, le supply chain, procurement, et il y a l'utilisateur de l'achat. Et là, la décision change entre la plateforme logistique qui, elle, pour des impératifs de calendrier ou d'appréhension de déchargement de conteneurs, ne va pas suivre forcément
les lignes directives de l'achat premier, de ce supply chain. Et il y a aussi un constat, c'est qu'il n'y a aucune obligation aujourd'hui auprès des acheteurs, des importateurs, d'un quota report modal fixé par leur direction. Ça reste à l'opportunité. Si vous en faites, tant mieux. Si vous n'en faites pas, tant pis. Culturellement, on n'a pas encore indexé le report modal dans la supply chain, dans l'organisation de la chaîne de transport. Donc, l'effort pédagogique que fait PILS aujourd'hui, que Medlink fait depuis 2015, il nécessite quoi? Il nécessite en amont qu'il y ait une volonté d'aller sur le report modal. Tant que cette volonté n'est pas concrète, on va se battre encore à démystifier la pression que subit un commissionnaire vis-à-vis de son chargeur compte tenu des aléas des escales maritimes. Voilà un peu le processus. Effectivement, merci à tous les deux. Donc voilà, c'est effectivement l'enjeu, c'est effectivement de comprendre le qui fait quoi. Nous, on est arrivé dans cette ingénierie de projet parce qu'on s'est rendu compte effectivement que nos interlocuteurs, c'est-à-dire les plateformes logistiques, déjà il y avait une grande variabilité de chaînes de décision, etc. Et puis il y avait une cascade de sous-traitance qui, du coup, démultiplie effectivement. Il faut que chacun puisse faire sa marge et puis trouver son intérêt. Et en même temps, du coup, ça fait un petit effet de téléphone arabe, c'est-à-dire que plus il y a d'intermédiaires, plus l'information, elle se perd et plus il peut y avoir d'ambiguïté dans la chaîne de décision. Enfin, la question de la chaîne de décision, pour nous, elle est clé. Elle est vraiment centrale pour pouvoir transformer les pratiques. Et puis, on est vraiment sur, nous, un enjeu de coopération, c'est-à-dire qu'on ne pourra progresser, la filière ne pourra progresser que si tout le monde peut se mettre un peu à la place de tout le monde, que le chargeur comprend les contraintes de l'opérateur, que l'opérateur comprend les contraintes du gestionnaire d'infrastructure, que le gestionnaire d'infrastructure comprend les contraintes du transitaire, etc. Donc, on a besoin de se parler, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de se mettre à la place les uns des autres pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir démêler les nœuds et puis imaginer les marges de progression. Donc voilà, sur cette partie-là, outre effectivement cet aspect quantitatif qu'on vous demande dans cette étude, nous, on a un enjeu effectivement de pouvoir aussi produire une cartographie des parties prenantes. Pour le dire autrement, un qui est qui. Un qui est qui, un qui fait quoi et un qui décide quoi. Ça, c'est vraiment aussi très, très important parce que c'est dès lors qu'on aura pu mettre un peu de manière formalisée, visuelle, qui fait quoi. Du coup, ça nous permet de dire, donc nous sommes tous concernés, nous sommes tous autour de la table et on va travailler ensemble. Donc, tout ce que vous signalez, Alain, et je vous remercie d'être là et de contribuer parce que vous avez cette connaissance très riche, parce que nous, pôle d'intelligence logistique, avant d'être porteur de ce projet-là et d'être animateur de la démarche, voilà, nous, ce qu'on connaît, c'est notre périmètre, c'est les chargeurs logistiques et les prestataires logistiques. Le monde du transport maritime, ces enjeux-là, le monde des transitaires, enfin, voilà, c'est d'autres maillons. Donc, on a besoin les uns des autres pour arriver à démêler un petit peu tout ça. Sur la question qui était posée dans le chat, devons-nous répondre au questionnaire si nous sommes transitaires et plateforme de réception, exemple pour dégroupage. On va revenir vers vous un peu plus précisément pour pouvoir qualifier les choses. Ce qu'on se disait, c'est que si vous êtes plateforme de dégroupage sur le port et que donc du coup les containers sont dépotés sur Marseille, non, on n'est pas sur le flux concerné. Si vous êtes plateforme de dégroupage dans la région, de fait, vous réceptionnez des containers et vous les traitez. Quand bien même vous avez les deux rôles, transitaire et plateforme, je me dis que peut-être, du point de vue plateforme de dégroupage, Saint-Étienne me dit Léa, oui, je pense que ça peut être intéressant. Parce que forcément, chez les prestats logistiques, chez les transitaires, vous avez plusieurs activités dans la chaîne. Et donc, sur l'activité dégroupage, pour moi, c'est de la réception de containers au même titre qu'un chargeur. Donc, bon, il faut peut-être qu'on se recale précisément avec Interface pour être sûr que ça rentre dans le périmètre. Kevin, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu es encore là. Mais pour moi, une plateforme de dégroupage qui n'est pas à Marseille, mais qui est dans la région, elle peut répondre au même titre qu'un chargeur logistique, puisqu'on revient sur un mode prestation logistique pour le compte d'autrui. Quand bien même vous êtes directement intervenu sur un plus grand maillon de la chaîne, puisque vous êtes aussi intervenu sur la partie transitaire.
J'aurais tendance à confirmer ce que tu dis, en effet, Cécile. Et je rajouterais aussi que dans la logique de cette étude de flux, on ambitionne aussi d'interroger directement les transitaires pour recouper les informations qu'on aura obtenues au travers du questionnaire. Donc, ma réponse serait de dire que, avec plaisir, pour nous, d'interroger des transitaires qui veulent participer à la démarche dans les prochaines semaines. Voilà, charge à nous après de faire le tri entre si c'est de la réponse transitaire ou de la réponse chargeur. Donc ça répond aussi à ce que tu disais tout à l'heure, Delphine. Voilà, si ce n'est pas directement ce questionnaire-là, nous, on a effectivement vocation à interroger les transitaires sur leurs enjeux spécifiques dans un temps suivant par rapport à ça. Voilà. Est-ce que ça répond à vos questions, celles qui étaient posées par écrit? Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que du coup, pour les autres chargeurs qui sont là, c'est clair? Je vois Fiducial, But, LDLC qu'on a eu, voilà. Damien pour LDPI. Enfin bref, voilà. Est-ce que pour tout le monde, moi, c'est clair. Merci. On a une idée du délai, Cécile, pour répondre au questionnaire. On se donne combien de temps? On va clôturer courant janvier. Donc, on va vous donner une date précise, mais... D'accord, ok. Ok, merci. Merci, Olivier. Je vois qu'on a quelqu'un chez Kuehne+Nagel qui est là. Est-ce que c'est bon pour vous aussi? Oui, c'est tout bon. Hein. On pourra remplir courant janvier pour avoir toutes les informations. Super. Eh bien, merci à vous. OK. Il est 56. On est hyper à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je voulais juste ajouter une chose. Effectivement, sur ce que dit M. Pereira, les transitaires vont mettre en exergue ce qu'a expliqué Michel. C'est qu'effectivement, il y a une différence entre la possibilité de le faire et la réalité de terrain. Et bien souvent, la problématique, c'est par défaut, on utilise un mode rapide, donc routier, voire un peu ferroviaire, et puis on regarde éventuellement ce qui peut rentrer dans le périmètre d'un mode multimodal ou ferroviaire ou fluvial. Et c'est vrai que cette partie-là, les transitaires ont une énorme compétence, sachant que aujourd'hui, ils sont entre le marteau et l'enclume. Il y a une très très forte concurrence là-dessus, et qu'aujourd'hui, personne ne veut froisser l'autre. Donc aujourd'hui, proposer de changer la méthode de travail dans un contexte de concurrence qui est énorme, c'est aussi très complexe. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. On le voit, ne serait-ce que pour changer un rendez-vous, ce n'est pas tant le problème de demander, c'est le problème d'embêter, entre guillemets, quelqu'un pour lui dire est-ce qu'on peut changer éventuellement un rendez-vous. C'est surtout, faisons le moins de vagues possible aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un élément aussi, et le retour est fortement intéressant. Et je dirais que même nos travaux avec eux, quand on est avec un chargeur ou sur un flux, on s'aperçoit qu'on n'arrive quand même pas à passer parce qu'au bout, il y a des blocages. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas négliger, effectivement, cette partie-là. Les armateurs, je ne pense pas qu'ils apportent bien grand-chose là-dedans. On leur laissera la possibilité de décider. On est sur du coup pur. Voilà. Et les transitaires qui utilisent aujourd'hui les modes massifiés ont très bien compris que c'était un outil fiable, créatif, qui permet de faire des économies de stationnement dans les ports de mer. Donc voilà, c'est pas des gens à convaincre, je dirais. Ils sont déjà convaincus. Ça marche. Merci à vous. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose qu'on clôture ici. Vous avez le lien qui est dans le chat. Information pour revenir un peu sur ce que tu disais. Vas-y, Michel. À la rencontre de plusieurs chargeurs en rendez-vous B2B, j'ai fait le constat suivant. Sur certains gros chargeurs importateurs, l'enveloppe non budgétée de Surestari, pour certains d'entre eux, dépassait les 200 000 € par an. Ah oui. Voilà. Donc, Surestari veut dire que fret immobilisé sur un port maritime qui n'a pas été évacué dans les temps, mais qui n'a pas non plus généré une urgence absolue sur un mode tout route. Voilà.
qui serait bien aussi, c'est que les chargeurs s'interrogent sur la part budgétée, enfin la part de débours générée par les surestaries sur un exercice annuel. Mais comme tu l'as si bien dit, Alain, ce n'est pas pris en compte dans l'achat transport principal au départ. Mais les chargeurs ne savent pas toujours où ils veulent envoyer la marchandise. Parfois, ils l'approvisionnent sur la France et ils attendent de savoir où la mettre. Oui, mais justement, le port intérieur ou la plateforme multimodale sert de débord de stock temporaire, de transitoire entre un port maritime et la flexibilité que propose un port intérieur sur sa plateforme logistique multimodale. Elle est certainement moins contraignante qu'un port maritime, à mon sens. Oui. Et je pense qu'effectivement, l'idée du questionnaire, c'est aussi d'amener les chargeurs à se poser ces questions-là parce qu'on se rend compte que c'est des sujets qui sont sous-traités. Voilà. Et que du coup, voilà, je prends un transitaire pour qu'il s'occupe de ça et qu'on ne se rend pas forcément le détail voilà, de ce que ça représente en coût total. Finalement, c'est comme la question du délai. Souvent, on dit, bah oui, porte-à-porte, Marseille-Lyon, en fluvial, ça va être 36 heures, alors qu'en camion, c'est 6 heures. Enfin bon, sauf si, si on prend le transit time total où on est à 5 ou 6 semaines, est-ce qu'à l'échelle de 6 semaines, on est encore à 36 heures près? Donc, voilà, il y a une question d'échelle et de redimensionner un petit peu au global sur l'approvisionnement. Donc, il y a une question aussi de maturation et de voir les choses différemment sur la partie chargeur que nous, on connaît bien. Et il y a cette évolution des mentalités un petit peu qu'on envisage, qu'on espère pouvoir amener un petit peu auprès de tous les maillons de la chaîne dans cet objectif commun qui va être d'économiser de la tonne carbone et de massifier le transport autant que faire se peut. Bien noté pour l'adresse mail, là, il n'y a pas de souci, Monsieur Mertens, on vous transmettra. On vous remercie tous, on reste à votre disposition, Léa et moi, vous n'hésitez pas donc à partager le lien à vos clients, à vos partenaires, à vos homologues, pour qu'on ait le plus de réponses possible. On va nous aussi pas mal diffuser auprès de nos partenaires. Merci Claire pour ton petit retour. Je vous souhaite à tous une bonne journée, de bonnes fêtes si on ne se recroise pas d'ici là. Et puis on compte sur vous pour les réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, belle journée, au revoir. Bonne journée, bon appétit. Merci. Oui, Au revoir. allô? Au revoir, merci. Bonjour.